C'est parti. Bonjour à tous. Je suis Laurence Chappe de l'ARAC Île-de-France et aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue sur ce webinaire qui portera sur les mesures de prévention à respecter et les recommandations sanitaires dans le cadre de la Covid-19. Quelques précisions sur le déroulement de ce webinaire. Nous commencerons par une présentation de l'ARACT et du dispositif Objectif Reprise dans lequel s'inscrit ce webinaire. Nous aurons l'intervention de deux personnes de la CRAMIF que nous remercions et qui effectivement vous présenteront un ensemble de mesures opérationnelles et des recommandations pour que vous puissiez bien fonctionner face à la crise sanitaire dans vos entreprises. Et puis, il y aura un jeu de questions-réponses juste après cette intervention. Pour poser vos questions, vous les écrivez dans le chat. Et puis, ces experts essaieront de répondre au mieux à toutes vos questions. En fin de webinaire, nous vous proposerons également un petit sondage puisque, en fait, ARACT Île-de-France organise un ensemble de webinaires à la destination des TPE-PME dans le cadre de la crise Covid, et ça nous permettra de répondre au plus près de vos attentes. Sur le plan technique, si vous avez quelques difficultés de connexion, dans le chat, vous avez les coordonnées du technicien de la plateforme Webikeo que vous pouvez solliciter. Ce webinaire durera 1h30 et nous vous remercions de votre participation. Alors, l'ARACT Île-de-France, nos missions. Nos missions, c'est de promouvoir et de contribuer à l'amélioration des conditions de travail dans les TPE et les PME. C'est également aussi promouvoir et contribuer au déploiement des politiques publiques et notamment concernant Objectif Reprise que je vais vous présenter juste après. C'est aussi concevoir et diffuser des méthodes et des outils pour permettre aux entreprises de concilier à la fois qualité de vie au travail et performance. Qui nous sommes? Nous sommes un organisme paritaire au service des entreprises et nous sommes administrés par les partenaires sociaux. Nous sommes membres d'un réseau national piloté par l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, qui est un organisme public sous la tutelle du ministère du Travail. Nos cibles prioritaires sont les TPE et les PME franciliennes, puisque en fait notre périmètre d'intervention se situe sur l'Île-de-France. Nos domaines d'intervention qui évoluent bien sûr avec l'actualité et notamment la santé au travail et la prévention des risques professionnels qui sera la thématique, on va dire la porte d'entrée de ce webinaire. Plus globalement la qualité de vie au travail, le développement de l'égalité professionnelle, l'accompagnement des mutations à la fois économiques et organisationnelles, et donc un tas d'autres sujets sur lesquels l'ARACT intervient dès lors qu'il s'agit de sujets qui touchent notamment l'amélioration des conditions de travail pour les salariés. Le dispositif Objectif Reprise, qui est le cadre de cette intervention aujourd'hui, est un dispositif national qui a été mis en place par le ministère du Travail et la tête du réseau ANACT-ARACT pour permettre aux PME de sécuriser initialement la reprise d'activité puisqu'on était en post-confinement. Et aujourd'hui, donc, il perdure à minima jusqu'à fin juin 2021 pour soutenir et accompagner les petites et moyennes entreprises dans la continuité de l'activité en cette période de crise. Ce dispositif propose en fait une offre de services qui est homogène sur l'ensemble du territoire national, puisque toutes les ARACT, qui sont au nombre de 16 réparties sur l'ensemble du territoire national, déploient ce dispositif auprès des entreprises de leur territoire. Cette offre est composée d'un questionnaire. Je vais vous
vous en donner quelques éléments que chaque entreprise peut remplir individuellement et qui permet effectivement d'accéder à différentes formes de conseils ou d'orientation, mais également, et surtout ce qui est important, de pouvoir bénéficier d'un accompagnement gratuit par un cabinet conseil. Alors, le questionnaire, c'est la porte d'entrée pour accéder donc au dispositif et à son offre de service. Selon que vous soyez une TPE ou une PME, il y a donc un questionnaire différencié qui va traiter pour les moins de 11 salariés de 5 thématiques et pour les 11 à 250 de 6 thématiques. Ces thématiques donc sont regroupées autour de l'organisation du travail, de la prévention des risques professionnels, de la gestion du personnel ou des ressources humaines en fonction de la taille de l'entreprise, du dialogue professionnel ou du dialogue social, du management pour les 11 à 250, et ce qu'on appelle, nous, le retour d'expérience, c'est pouvoir à un moment donné se poser pour déjà faire un point sur ce qui a été mis en place, ce qui a bien fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné au sortir du confinement, et peut-être de s'appuyer sur ce que l'entreprise souhaite intégrer comme nouvelle pratique, si c'est le cas, mais de façon plus durable dans l'entreprise. Aujourd'hui, notamment, on pense, alors pour une partie des entreprises, et notamment les entreprises de services, on pense par exemple à la question du télétravail, qui a pris une dimension très importante et pour lequel les entreprises aujourd'hui essayent de un peu structurer un peu plus ce télétravail et essayer de le sécuriser pour répondre à la fois aux enjeux de l'entreprise, mais également aux bonnes conditions de travail des salariés. Lorsque vous remplissez ce questionnaire, à la fin de ce questionnaire, vous pouvez donc en retour bénéficier d'un autodiagnostic qui vous permet d'identifier vos points forts et vos points faibles sur les 5 ou 6 axes qui sont questionnés. Et c'est sur cette base que vous pouvez également demander à être recontacté par l'ARACT Île-de-France pour un entretien un peu plus exploratoire de façon à vous orienter au mieux. Ça peut être vers des ressources, vers des partenaires. Ça peut être également, en tout cas, aussi vers un accompagnement individuel et ou collectif. Alors, le parcours, c'est celui que je viens de vous présenter très très rapidement. Donc là, je vous laisserai le revoir sur notre PowerPoint. L'idée étant que ce parcours peut être différencié et sera adapté à chaque entreprise. Pour répondre au plus près de vos besoins et parce que l'actualité aujourd'hui mobilise largement les entreprises sur les questions notamment des mesures sanitaires à mettre en place et des recommandations, nous avons sollicité l'ACRAMIF que nous remercions vivement pour vous donner les informations utiles et opérationnelles pour mettre en place toutes ces mesures. Et je leur passe la parole et je les en remercie. Merci Laurence. Donc oui, nous allons vous faire une intervention à deux voix avec ma collègue Brigitte Facon, qui est ingénieure conseil à l'ACRAMIF, et moi-même, donc je suis Dr Carole Morneau, je suis médecin, conseiller médical. On travaille donc toutes les deux à l'ACRAMIF. C'est peut-être une institution que vous ne connaissez pas. On va quand même vous la présenter rapidement parce que c'est une institution qui peut vous rendre service. Et on travaille au sein de l'ACRAMIF, on travaille à la direction régionale des risques professionnels. Donc, quand on dit risques professionnels, c'est les risques pour la santé des salariés. Et on travaille donc pour la prévention de ces risques. Alors, sans plus tarder, parce qu'en fait, 1h30, ça va passer vite. Donc, juste un mot d'introduction. Le contexte de ce webinaire, c'est la pandémie Covid-19, c'est savoir quelles mesures mettre en place dans les entreprises
dans son entreprise pour pouvoir poursuivre l'activité. J'espère que c'est bien poursuivre avec les menaces de confinement qui pèsent actuellement. Donc, vous n'êtes pas sans avoir noté que la situation à laquelle on est confronté là depuis déjà 8 mois est une situation exceptionnelle et vraiment très compliquée à gérer pour tous les acteurs. Bon, il y a différents facteurs. Hein. C'est le virus qui était inconnu au départ, donc il a fallu quand même progressivement apprendre à le connaître. Les connaissances scientifiques ont évolué progressivement. Les scientifiques n'étaient pas toujours d'accord. Il y a eu des contradictions. Bref, il y a, ceci dit, encore aujourd'hui beaucoup d'inconnus. Donc ça complique la démarche. On voit à travers le monde qu'il n'y a pas de schéma universel de gestion de cette pandémie. Chaque pays fait un petit peu enfin, ça lui paraît correct de le faire, mais on voit que les mesures sont parfois différentes ou pas forcément mises en place dans le même ordre. Et puis il faut bien reconnaître aussi qu'elles sont plus ou moins drastiques selon les pays, avec des privations de liberté qui sont plus ou moins importantes. Donc c'est des mesures qui sont plus ou moins adaptables selon les pays. Il y a des ajustements réguliers qui sont drivés par les autorités. Et là, vraiment, on est en plein dedans, puisqu'on va certainement avoir des nouvelles directives qui vont tomber très, très prochainement et qui demandent à chacun de s'adapter rapidement. Alors, c'est presque du jour au lendemain. Donc, ça aussi, c'est un facteur de complexité pour tous. Et il faut bien reconnaître qu'on a un manque de visibilité à court, même voire moyen terme. Et ces facteurs aussi là d'angoisse. Donc, on sait que c'est une situation très compliquée pour tous, mais notamment pour vous, TPE, PME, et ça, on en est pleinement conscient. Le fait de devoir donc s'adapter sans cesse aux dernières directives gouvernementales qui tombent quand même donc régulièrement avec des mesures parfois radicales qui changent complètement vos façons habituelles de travailler, c'est compliqué. Alors on pense évidemment aux restaurants et aux restaurateurs, mais enfin il n'y a pas que. C'est très compliqué à gérer sur le plan pratique. Il y a des enjeux financiers, économiques qui sont énormes, avec mise en jeu de la viabilité, de la survie de l'entreprise, savoir aussi si vous pouvez garder tous vos salariés. Et puis, il y a la gestion du personnel. On voit que c'est un vrai casse-tête parce qu'entre les gens qui sont malades, les gens qui sont cas contact, les parents qui doivent garder leur enfant à domicile. Enfin bref, il y a des tas de raisons pour lesquelles les gens sont pas forcément au travail. Et à gérer du coup sur le plan de gestion du personnel, ça vire vite au cauchemar. Donc, de façon légitime, aujourd'hui, on voit que vous vous posez beaucoup de questions. Alors, c'est normal sur ce que vous devez faire, mettre en place dans votre entreprise. On va aborder ensemble certains points clés, des repères qui nous paraissent à nous fondamentaux pour que vous compreniez tous, parce que il faut déjà comprendre le danger pour pouvoir ensuite appliquer correctement la démarche qu'on veut mettre en place au sein de son entreprise. On va aborder des points aussi particuliers qui nous paraissent importants, plus ou moins techniques, par rapport à des questions qui reviennent régulièrement. Et puis, on va tenter aussi de répondre à toutes vos questions. Donc, tout ça, donc je vous disais en 1h30. Donc, on va démarrer. Mais juste un point sur lequel, quand même, je voudrais insister. Ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est a priori, donc, on espère valable aujourd'hui, mais ça ne le sera peut-être pas demain. Donc, il faut absolument se maintenir au courant des actualités. Et pour ça, on vous donnera à la fin un certain nombre de liens. Merci Carole. Donc, je me présente. Donc, je suis Brigitte Facon. Je suis ingénieure conseil au service prévention des risques professionnels de l'ACRAMIF. Et on voulait faire en préambule à cette présentation un petit point introductif pour présenter le service prévention des risques professionnels et l'ACRAMIF. Donc l'ACRAMIF, c'est la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France. C'est un organisme de sécurité sociale. La sécurité sociale, vous le savez, se structure en plusieurs branches, avec notamment un organisme de recouvrement qui collecte les cotisations sociales et qui les redistribue aux différentes branches que sont la vieillesse, la famille, la maladie et la branche accident du travail et maladies professionnelles. Cette branche ATMP gère le système légal d'assurance des dommages corporels liés au travail, donc les accidents du travail, les accidents de trajet et les maladies professionnelles.
La branche AT-MP concerne plus de 19 millions de salariés, ce qui correspond à peu près 2,2 millions d'entreprises, et elle se positionne sur 3 missions principales. Donc la réparation, qui vise à indemniser les victimes, la tarification qui notifie les taux de cotisation et qui gère les taux de cotisation des entreprises, et une mission de prévention des risques professionnels pour préserver la santé et la sécurité des salariés du régime général dans les entreprises. Le réseau prévention s'organise au niveau national avec une direction rattachée à la CNAM, gérée par la Caisse nationale d'assurance maladie, et avec des structures régionales, donc les caisses régionales, CARSAT, CRAMIF, CGSS ou CSSM, c'est-à-dire en France, en métropole et en outre-mer. Le réseau s'appuie sur 1500 ingénieurs conseils, contrôleurs de sécurité et autres professionnels. Et ce réseau s'appuie également sur des experts, notamment Eurogip, pour tout ce qui a trait aux problèmes de santé au travail au niveau européen, et l'INRS, donc l'Institut national de recherche et de sécurité, qui est un organisme de recherche en prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Alors simplement pour terminer, un petit point sur les moyens d'action des préventeurs. Les préventeurs des caisses régionales interviennent auprès des entreprises pour du conseil, du contrôle, éventuellement des actions de formation. Ils disposent d'outils à leur disposition, notamment des incitations financières. Alors elles peuvent être négatives par le biais des majorations des cotisations. Elles peuvent être positives également par le biais de subventions de prévention ou de contrats de prévention, avec notamment actuellement la subvention TPE Covid qui est ouverte aux TPE. Le réseau, l'action des préventeurs s'appuie également sur des experts ou des conseils spécialisés, et notamment à la CRAMIF, donc en Île-de-France. Le réseau, le service dispose d'unités techniques, donc un centre de mesure et de contrôle physique, un laboratoire de toxicologie, un laboratoire de biocontaminants, ainsi que des conseillers, notamment des conseillers en ergonomie et conseillers médicaux. Donc, dans tous les cas, les entreprises peuvent contacter les antennes départementales du service des risques professionnels de la CRAMIF. Elles peuvent les solliciter pour toute question relative à la prévention des risques, et les antennes les mettront en contact avec l'ingénieur ou le contrôleur de sécurité chargé du secteur géographique de l'entreprise. Alors nous allons passer maintenant à notre présentation. Elle va se dérouler en plusieurs parties. D'une part, une première partie sur la Covid-19 et la transmission du virus. Une deuxième partie sur les mesures de prévention qui sont préconisées, avec un focus sur les mesures d'hygiène, des mesures organisationnelles et des mesures techniques. Une troisième partie sur les aspects médicaux liés à la prévention de la Covid-19. Et nous terminerons par un petit point sur les interlocuteurs privilégiés pour les entreprises dans ce contexte particulier. Alors, sur la transmission du virus, il y a quand même des points qu'il faut connaître pour bien comprendre ce qui se passe. Alors, en fait, il y a 4 modes, on va dire, de transmission du virus, avec ce dont on a parlé tout de suite, c'est la projection de gouttelettes. Donc typiquement, c'est les postillons, c'est quand on éternue, quand on tousse, voire quand on parle et qu'on est proche des gens. Donc là, la personne contaminée projette ces gouttelettes qui sont donc pleines de virus, et là, la personne qui est en face reçoit ces gouttelettes, les inhale, et là va être contaminée elle-même. Une autre façon d'être contaminée, c'est le contact direct physique entre une personne porteuse, une personne saine. Donc typiquement, c'est une poignée de main avec une main qui est pleine de virus.
et qui va donc serrer une autre main saine, sauf que la personne, celle qui est saine, si elle porte ensuite sa main qui a touché la main contaminée, et si elle porte sa main donc à la bouche, elle va elle-même être contaminée. Ensuite, une troisième façon, c'est ça passe. C'est ce qu'on appelle le contact indirect, c'est-à-dire on va toucher par exemple des boutons d'ascenseur, des interrupteurs, donc c'est des tas de choses, d'objets enfin qui ont été touchés par d'autres personnes. Si ces personnes qui antérieurement avaient les mains pleines de virus, elles peuvent ces nouvelles personnes là qui touchent ces objets peuvent se contaminer si ensuite elles portent leurs mains à leur bouche. Et puis le dernier mode de transmission là dont on parle de plus en plus, c'est tout ce qui est aérosol quand on est dans une pièce confinée, donc sans aération, qu'on reste un certain temps avec des personnes qui sont contaminées. Et alors évidemment si elles sont sans masque, donc là le risque d'inhalation devient important. C'est typiquement ce qu'on décrit dans les fêtes familiales, par exemple. Alors, ces 4 modes de transmission, donc j'ai repris un schéma d'une revue. Donc là, vous voyez au centre, en fait, c'est on va dire les parties, le virus lui-même, là, tous ces petits ronds, c'est le virus. Et soit on l'attrape, c'est donc projection de gouttelettes, hein, ce que je vous ai dit, donc éternuement, postillon, là quand on parle. Sinon, c'est les aérosols dans les pièces confinées. En fait ça résume ce que je vous ai dit, mais vous avez tout sous les yeux. Le contact direct physique avec notamment avec des mains sales, et sinon le contact indirect quand on touche des objets qui sont contaminés. Donc par rapport à ça, il faut bien avoir ça en tête parce que c'est en fait ces 4 modes de contamination, c'est ça qui explique toutes les mesures de prévention qu'on préconise, tout le monde préconise, le gouvernement préconise pour éviter la contamination. Brigitte, je te passe la parole. Alors, concernant les mesures de prévention, effectivement, l'objectif de ces mesures de prévention, c'est de bloquer la transmission de l'infection et également en entreprise de limiter l'exposition des salariés. Alors il existe plusieurs types de mesures que l'on peut classer de la manière suivante. D'abord des mesures d'hygiène, qu'elles soient individuelles, c'est-à-dire liées au comportement de chacun, soit des mesures d'hygiène collective qui concernent là plus l'entretien, le nettoyage de l'environnement de travail. Et puis il y a également des mesures de type organisationnel, et également, bien sûr, des mesures d'ordre technique. Est-ce qu'on a On a perdu le PowerPoint. Bon, il va revenir. Excusez-nous. Voilà. Alors, je vais vous parler de l'hygiène individuelle. Donc là, c'est vrai que chacun est responsable quand même de l'hygiène individuelle. On peut pas mettre un gendarme derrière tout le monde. C'est pour ça que tout le monde doit être impliqué. Et bon, ça reprend les objectifs évidemment de bloquer la transmission de l'infection et limiter l'exposition des salariés. Alors, pour ces mesures, si ça, je n'arrive plus à passer. Ah, voilà, pardon. Donc, ces règles d'hygiène individuelle, elles sont essentielles pour limiter les risques de contamination. Alors, c'est vrai qu'elles sont pas suffisantes, mais elles sont indispensables. Elles sont à respecter par tous, y compris les enfants. Alors, c'est même pas de 7 à 77 ans, hein, c'est vraiment, même les tout petits, on doit aussi, enfin, un lavage, par exemple, des mains, enfin, je vais y revenir. Et les personnes âgées sont aussi, doivent aussi respecter ces règles. Et puis elles sont appliquées partout. Donc on parle ici là du domaine professionnel, mais elles sont appliquées évidemment en dehors aussi du milieu professionnel, dans les transports et dans la rue et chez soi. Ces règles, vous allez voir, elles sont simples, hein. C'est des réflexes de base
qu'on devrait même avoir tous acquis, je dirais, depuis qu'on est petit. Et puis la plupart, elles sont même à garder après l'épidémie. Alors je vous expliquerai pourquoi je dis la plupart, parce que si là je vous remets la fiche qui concerne le respect des gestes barrières. Donc ça, c'est des logos que vous avez tous vus partout, ça s'est affiché partout. Bon, et quand je disais que c'est les mesures sont même à garder en tout temps, par exemple le lavage des mains, je vais faire un focus juste derrière, donc c'est une mesure fondamentale. Si aujourd'hui les médecins généralistes disent que par exemple ils ont beaucoup moins de gastro-entérite qu'habituellement en cette période, c'est bien, en partie en tout cas au moins, c'est bien parce que les gens se lavent beaucoup plus les mains. Après éternuer, tousser dans son coude, se servir d'un mouchoir à usage unique, le jeter directement, le mettre à la poubelle. Ensuite c'est éviter de se toucher le visage. Ça c'est ce que je vous expliquais, c'est si on a les mains contaminées, c'est-à-dire si elles ont du virus sur les mains, ensuite si on se porte les mains à la bouche, c'est une façon aussi de se contaminer. Et puis respecter la distance d'au moins 1 mètre avec les autres, la distanciation sociale, on va y revenir aussi. Alors ça, la distanciation sociale et puis éviter de se serrer la main et arrêter les embrassades. Alors c'est 2 mesures qui sont essentielles aujourd'hui, mais ça fait partie des mesures que j'espère un jour dont on pourra un jour s'affranchir, parce que pouvoir embrasser ses proches, ses amis, c'est quand même bien sympathique. Mais aujourd'hui, on n'a pas le droit. Alors, un focus sur les mains, parce que c'est vraiment un vecteur essentiel. Il faut se laver les mains très régulièrement. Et quand on dit se laver les mains, c'est à l'eau et au savon. Et puis, il y a un temps minimal. Alors, on dit classiquement, c'est au moins 20 secondes. Ou à défaut, se les frictionner au gel hydroalcoolique. Alors, régulièrement, on voit, c'est écrit, on se lave les mains au gel hydroalcoolique. Donc non, on ne se lave pas les mains au gel hydroalcoolique. Si on a les mains sales et si on doit se les laver, c'est forcément à l'eau et au savon. Par contre, le gel, ça sert à, on va dire, désinfecter les mains. Si vous avez du virus sur les mains, à ce moment-là, le gel va le tuer. Donc le gel, alors on dit gel ou solution hydroalcoolique, c'est simplement une histoire de texture. C'est appliqué donc sur des mains sèches et sur des mains d'apparence propre. Si les mains sont pleines de farine, de plâtre ou que sais-je, il faut se les laver. C'est lavage ou gel. C'est-à-dire que si on se lave bien les mains, on n'est pas obligé de se passer les mains au gel. Donc là, il y a des tas de contextes, qu'on connaît, qu'on devrait connaître en tout cas, où on doit vraiment se laver les mains. Quand on arrive dans un nouveau lieu, avant de manger, en sortant des toilettes, en sortant des transports en commun, après avoir touché des objets contaminés. Ça, c'est vraiment des situations classiques. Ensuite, éviter les contacts physiques. Donc ça, je l'ai déjà évoqué, ne pas se serrer la main. Ensuite, éviter de se toucher la bouche, c'est ce que je vous ai déjà dit. En fait, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en fait, on se touche chacun la figure, mais un nombre incroyable de fois par jour. Bon, il y a une étude qui avait compté que c'était au moins 250 fois par jour. Alors c'est vrai qu'on n'en est pas conscient, mais on a tous des gestes automatiques, mais que ce soit par exemple, si on se gratte le nez, si on remonte les lunettes, si on se recoiffe, si on se prend la tête dans les mains. Enfin bref, il y a des tas de situations. Même si vous faites un peu attention, du coup, si vous verrez que vous touchez la figure régulièrement. Le autre point important dans le respect des gestes barrières, c'est tout ce qui concerne tout et éternuement, donc tousser ou éternuer dans l'intérieur de son coude, pour éviter de s'en mettre plein les mains ou d'en mettre plein dans l'atmosphère, se moucher dans un mouchoir à usage unique. La distanciation, donc c'est pour éviter les contacts physiques avec autrui, il y a un bruit. Ne pas serrer la main, ne pas se faire la bise, on en a parlé. Et puis la distanciation physique. Alors c'est vrai que classiquement, on entend 1 mètre. Dans certains endroits, on entend 1,50 m.
C'est vrai qu'1 mètre, ça paraît être la distance minimale. Si on peut se permettre 1,50 m entre les personnes, bah c'est encore mieux. Et ça évite plus en fait on est éloigné évidemment, plus on limite le risque. Donc j'en ai fini avec l'hygiène individuelle. Brigitte, je te laisse pour l'hygiène collective. Oui, quand on parle d'hygiène collective, ben, on répond. J'ai plus le visuel. Est-ce que vous m'entendez? Et on voit le diaporama. D'accord. En ce qui concerne l'hygiène collective, donc on parle toujours, on a toujours les deux mêmes objectifs, hein, de bloquer la transmission et de limiter l'exposition des salariés. Mais là, ce qu'on va chercher à faire, c'est éliminer le virus de l'environnement de travail. Donc l'idée, c'est de mettre en place un plan de nettoyage pour éventuellement plan de nettoyage et de désinfection pour nettoyer, entretenir les locaux de travail, les matériels, les outils éventuellement qui peuvent être partagés, et ce, quel que soit l'endroit de l'environnement de travail, c'est-à-dire en comprenant également les sanitaires, les vestiaires, les locaux sociaux, etc. Alors, un plan de nettoyage, ça se présente comment? Ben, ça se présente comme ça doit répondre à un certain nombre de questions. Qui fait quoi? Qui va faire le nettoyage? Qu'est-ce qu'il va nettoyer? À quel endroit? À quel moment et à quelle fréquence il va falloir faire ces tâches de nettoyage? Quels produits on va utiliser et avec quels outils? Donc, comment on va pratiquer ce nettoyage et quelle méthodologie on va mettre en place. Donc le plan de nettoyage va devoir définir un certain nombre de modalités pratiques. Alors le qui, ça va peut être par exemple le personnel de ménage, hein. Il va falloir à ce moment-là préciser peut-être la tenue de travail, les équipements de protection individuelle, mais ça peut aussi également être un salarié à son poste de travail, si par exemple on utilise du matériel partagé. Après, on va définir exactement ce qu'on va nettoyer. Ça peut être les sols carrelés, ça peut être les surfaces fréquemment touchées, par exemple, ou dans quel endroit de l'entreprise il va falloir effectuer cette opération. Est-ce qu'on l'effectue dans les espaces de convivialité, dans tous les couloirs, dans certains bureaux, dans certains ateliers, etc. Et il va falloir définir le quand, c'est-à-dire à quelle fréquence on fait cette opération, avec peut-être une fréquence minimale à mettre qui peut être une fois par jour, mais qui peut être aussi pour certains objets, comme par exemple les objets fréquemment touchés, les rampes d'escalier, les boutons de porte, etc., définir une fréquence qui sera beaucoup plus importante. Et puis le comment, c'est-à-dire quels sont les produits utilisés et avec quels outils. Alors ça peut être des produits de nettoyage habituels, hein, du savon, des dégraissants, des détergents. On va peut-être devoir utiliser certains produits spécifiques, comme par exemple des produits désinfectants. Et puis il va falloir dire si on travaille à l'humide, si on utilise un chiffon imbibé, si on utilise un balai, un aspirateur avec un filtre spécifique par exemple. Et puis ensuite la méthodologie, décrire la méthodologie. Alors aérer, par exemple aérer les pièces un certain temps avant d'intervenir, avant de réaliser le ménage, ça c'est un préalable absolument nécessaire. Et puis peut-être définir la façon dont on intervient et également les précautions particulières pour réaliser cette opération, avec peut-être par exemple des choses un peu spécifiques comme ne pas secouer les chiffons pour pas redisperser les particules dans l'environnement de travail, ou ne pas remettre en suspension même si on travaille à l'humide. Donc ce plan de nettoyage définit des modalités pratiques et il va falloir l'établir pour l'entreprise. Alors après, on peut se poser la question de savoir quelle est la différence entre un nettoyage et désinfection, parce qu'on parle beaucoup de désinfection dans le cadre de cette pandémie. Nettoyer, ça veut dire dépoussiérer, dégraisser, éliminer des salissures d'une surface. Pour ça, on va utiliser des produits qui sont généralement des détergents avec des tensioactifs.
Alors pour information, le virus de la Covid-19, qui s'appelle le SARS-CoV-2, est très sensible à la détergence, c'est-à-dire qu'un simple produit, l'utilisation de tensioactifs, un simple produit ménager suffit à le dégrader, à l'inactiver. Quand on parle de désinfection, on n'est pas du tout dans le même type d'opération. La désinfection vise à diminuer de manière très importante le nombre de micro-organismes présents sur une surface. Ça ne va pas rendre la surface stérile, ça ne va pas tuer tous les micro-organismes, et le résultat n'est que momentané et relativement court. Pour ça, on va utiliser certains produits, des produits chimiques qu'on appelle des biocides, qui sont des produits chimiques dangereux et qui sont adaptés aux micro-organismes à détruire. C'est-à-dire que si on veut tuer des bactéries, on va utiliser des bactéricides. Si on veut tuer des virus, on va utiliser des virucides, pardon. Et l'un ne peut pas forcément être employé à la place de l'autre. Et puis, il y a un élément très important à connaître, c'est qu'une désinfection ne peut être réalisée que si les surfaces ont été au préalable nettoyées. Une désinfection se fait sur une surface propre, sous peine d'être totalement inefficace. Et puis, un petit point de vigilance, la désinfection répétée, l'usage répété de désinfectants dans l'environnement peut créer des déséquilibres microbiens et amener des phénomènes de résistance chez les micro-organismes. C'est ce qu'on connaît avec les bactéries multirésistantes dans les hôpitaux, par exemple. Et puis, l'usage répété de produits chimiques de ce type-là peut amener, ça peut avoir un impact environnemental non négligeable. La question qu'on peut se poser ensuite, c'est est-ce qu'il faut nettoyer ou est-ce qu'il faut désinfecter ou est-ce qu'il faut faire les deux? Ça va dépendre en fait du risque de contamination. En fait, ça dépend de l'affluence et de l'usage des surfaces. Globalement, plus il y a de monde, plus il y a de risques que les surfaces soient contaminées. Et plus les surfaces sont touchées par les personnes, plus il y a forcément de risques de transmission du virus d'une personne à une autre. Il est donc absolument nécessaire pour répondre à la question nettoyer ou désinfecter, de faire une petite analyse des lieux et des situations dans lesquelles on se trouve pour savoir si on va nettoyer ou désinfecter, puisque on va définir si la surface s'il y a beaucoup de monde et si la surface est faiblement contaminée ou moyennement contaminée. Et pour les surfaces qui sont jugées très contaminées, celles-là devront être nettoyées puis désinfectées. C'est le cas par exemple de tous les points contact comme les poignées de porte, les rampes d'escalier, les boutons d'ascenseur, etc. Attention, il n'est pas nécessaire de désinfecter systématiquement toutes les surfaces. D'abord, c'est parce que ça n'est pas nécessaire et que, je le rappelle, le coronavirus est très sensible aux détergents, donc un détergent généralement est largement suffisant, sauf situation particulière. Et ça évite aussi de créer un risque chimique supplémentaire, notamment pour les personnes qui effectuent le ménage. Il existe un grand nombre de procédés de désinfection. On en entend beaucoup parler en ce moment, des dispositifs qui utilisent les rayonnements ultraviolets, qui utilisent de l'ozone gazeux, la brumisation de désinfectants, c'est-à-dire la désinfection par voie aérienne ou des SVA, la désinfection par la vapeur, les DDV. Ce sont des dispositifs qui doivent répondre à des normes. Notamment des normes de conformité européennes. Et puis, ces dispositifs doivent également être testés pour vérifier notamment leur efficacité pour le résultat attendu. C'est-à-dire que il existe des normes de référence pour tous ces dispositifs qui permettent de vérifier que l'appareil est bien virucide ou il est bien bactéricide, et pour ça il y a des essais qui sont réalisés que doit fournir le fournisseur quand il vend le dispositif. Donc toujours vérifier la conformité aux normes de référence pour chacun des dispositifs,
Et puis, ces matériels doivent disposer d'un protocole détaillé d'utilisation. Et puis, il est nécessaire généralement de former le personnel au fonctionnement et à la sécurité et au travail en sécurité quand on utilise ce type de matériel. Et puis, on peut également se poser, avant d'investir dans un matériel de ce type, s'il correspond vraiment aux nécessités de l'entreprise, aux besoins rencontrés sur le terrain pour désinfecter. Et est-ce que, de prime abord, est-ce que il est nécessaire d'engager une désinfection à tous les coups? Donc là, c'est un point hyper important là que vient d'évoquer ma collègue. C'est vrai qu'on voit pulluler les entreprises qui prônent la désinfection donc par X ou Y procédés. Enfin, faut être vigilant. Tous ces procédés-là ne sont pas forcément efficaces. Certains sont dangereux, certains sont très bien. Donc, il faut pas hésiter à se renseigner. Un point sur les mesures organisationnelles. Donc, comme son nom l'indique, là, on va chercher à limiter l'exposition des salariés en changeant l'organisation du travail, donc en changeant les procédures de travail. Donc, ça n'empêche pas que les gestes barrières doivent toujours être présents. Ça, c'est permanent. Alors, je clique. Voilà. Donc, dans les mesures organisationnelles, c'est respecter les règles de distanciation physique. Ça, ça reste toujours important. On en a déjà parlé. C'est au sein même de l'entreprise, essayer de respecter, enfin le plus possible, cette distance minimale de 1 mètre. Et donc, dans cette distanciation physique à respecter, donc le maintien des distances, ça passe notamment, par exemple, par la régulation des flux de personnes. Alors, soit les flux à l'intérieur de l'entreprise, mettre un sens de circulation, mais c'est aussi les flux de personnes. Quand est-ce qu'on fait venir les personnes? Il y a peut-être des horaires un peu décalés, etc. Donc ça fait partie des mesures organisationnelles. Et puis, il y a, sur le plan physique lui-même, c'est agencer les espaces de travail pour essayer donc de respecter les 4 mètres carrés par salarié, séparer les postes de travail, aménager des zones dédiées séparées, par exemple pour l'accueil et la réception des colis, ou mettre en place des systèmes, des systèmes techniques dont on vous parlera juste derrière. Je ne sais pas si j'avais fini, excusez-moi. Attendez, excusez-moi, je suis passée trop vite. Voilà, pardon. Et puis il y a diminuer les contacts, le nombre de personnes exposées. Donc c'est donc limiter les déplacements. Donc c'est vrai qu'on favorise énormément le télétravail actuellement. On n'en a jamais plus entendu parler que depuis ces derniers mois. Je vais en parler juste derrière. C'est la dématérialisation des documents, c'est-à-dire que on se passe beaucoup les documents par voie électronique. C'est des visioconférences comme on fait actuellement. C'est attribuer des bureaux individuels si possible, si on est obligé de venir sur place, et constituer des équipes fixes pour que à l'intérieur d'une équipe, les gens ne se contaminent, se contaminent moins, on va dire. Et puis c'est réorganiser le travail, c'est éviter l'affluence, maîtriser les flux que j'ai déjà évoqué. Enfin, c'est aussi ça rentre dans les règles de maintien de distance entre les personnes. C'est maîtriser la densité des personnes sur place. Donc là, il y a toute une organisation, une gestion pour faire venir les gens, peut-être réorganiser les horaires, les tâches, etc. Et en tout cas, éviter les regroupements dans les espaces clos. En tout cas, les éviter de façon prolongée. Alors, de focus dans ces mesures organisationnelles, le télétravail, parce qu'on en parle énormément ces derniers mois. Alors, c'est sûr que ça a des avantages, à la fois pour le salarié, à la fois pour l'entreprise, mais en même temps, ça peut pas s'appliquer sans un minimum de précautions. Donc, il y a une préparation, un accompagnement adapté.
Alors là, vous avez un certain nombre, par exemple, de paramètres qui jouent sur le télétravail, la qualité ensuite des conditions de travail. Alors évidemment, l'environnement domestique, hein, il faut avoir quand même une certaine place, être tranquille pour pouvoir travailler, pas avoir tous ces enfants autour de soi. Un environnement matériel, connexion internet, etc. Attention à l'isolement. Il y a des personnes qui ont du mal à supporter et on voit de plus en plus. Ça fragilise certaines personnes qui ne souhaiteraient pas dans l'absolu travailler de cette façon. Les relations avec le manager sont essentielles. On ne peut pas juste mettre ses salariés en télétravail sans les avoir régulièrement, sans les contacter régulièrement, échanger régulièrement avec eux. Le maintien du collectif de travail. Ça, c'est une donnée qui est très importante et qui tend à être perdue avec le télétravail. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, maintenir un minimum de relations, de réunions régulières entre équipes. Enfin, maintenir ce collectif de travail, c'est très important aussi. Après, sur le plan pratique, il faut que les outils, les applicatifs de travail soient adaptés et maîtrisés par la personne, parce que si elle ne sait pas s'en servir, qu'elle est seule chez elle, ça va être compliqué. Il faut aussi qu'elle ait un certain sens de l'autonomie, et ça, c'est quand on n'a pas l'habitude, c'est pas forcément évident, et chacun ou d'organisation. Pas évident non plus. En plus, si la vie personnelle du coup se mêle à la vie professionnelle, donc ça a créé des situations très compliquées. Et pendant le confinement, les jeunes parents qui avaient à gérer à la fois le télétravail, les enfants, les devoirs des enfants, etc. Ça a été sur le plan psychique très 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 compliqué. Et puis il y a la charge de travail. C'est pas parce qu'on est en télétravail que du coup on peut leur donner encore plus de travail à faire. Pas oublier que un employeur a les mêmes obligations à l'égard de ses salariés, qu'ils soient télétravailleurs ou pas. Et donc ça c'est un élément à ne pas négliger. Vous savez que vous avez une obligation donc pour assurer la santé, la sécurité des salariés au sein de votre entreprise, mais aussi pour vos salariés s'ils sont en télétravail. Deuxième focus que je voulais faire, c'est sur la mise en place de la politique sanitaire dont on entend parler donc énormément. Désigner un référent Covid. Donc ça, c'est une donnée qui n'est pas obligatoire légalement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de loi, de décret qui l'impose. Ceci dit, c'est vraiment très très conseillé. Et c'est une personne qui a quand même un rôle important dans la gestion de cette pandémie. Il faut définir les mesures à mettre en place, donc en concertation avec les salariés, en concertation aussi avec le CSE. Et pour ça, il ne faut pas oublier de prendre appui auprès du médecin du travail, donc ça, ou du service de santé au travail. On y reviendra. C'est des interlocuteurs clés pour vous, puisque vous êtes obligé d'être affilié, d'avoir un médecin du travail ou d'être affilié à un service de santé au travail. Et c'est vraiment des situations. Parfois, vous vous demandez à quoi servent vos services de santé au travail, mais typiquement là, cette situation, ils peuvent vous conseiller, ils peuvent vous aider. Ils ont énormément travaillé sur la pandémie. Ils proposent des tas de choses. Donc vraiment, ne pas hésiter à les contacter. Vérifier. Alors une fois qu'on a défini, que vous avez défini des mesures à mettre en place, il faut quand même vérifier d'abord qu'elles sont bien suivies et qu'elles sont adaptées. Donc parfois il y a nécessité de les modifier. Et autre élément hyper important, c'est de communiquer sur ces mesures mises en place. Il faut pas les imposer, je dirais un peu brutalement. Il faut communiquer auprès des salariés, mais ne pas oublier aussi vos fournisseurs, s'ils peuvent être concernés, et vos prestataires aussi, en amont de leurs interventions, parce qu'eux aussi sont évidemment concernés. On aborde maintenant le troisième pan, les mesures techniques.
Oui, les mesures techniques, alors je rappelle, on est toujours dans le double objectif de bloquer la transmission de l'infection et de limiter l'exposition des salariés. Et là, on est dans l'idée de mettre en place des barrières techniques. Alors ça peut être des séparations physiques, hein, il s'est vendu beaucoup d'écrans de plexiglas Digiafone depuis quelques mois. Ça peut passer aussi par de l'aération des espaces de travail. Il est actuellement recommandé au travail et à la maison, hein, d'aérer systématiquement au moins 15 minutes toutes les 3 heures. On en reparlera de la ventilation juste derrière. Ça peut être aussi de l'équipement, hein, l'équipement au poste de travail. Attribuer du matériel individuel, mais c'est pas toujours possible. Et si le matériel doit être partagé, mettre des protections sur ce matériel. Éviter le travail en face à face, donc ça demande peut-être de l'aménagement des locaux, des postes de travail. Et puis ça passe forcément par des équipements, hein, des consommables, et surtout penser au renouvellement, au réapprovisionnement nécessaire pour tout au long de la situation rencontrée. Alors c'est valable pour du savon liquide, des gels hydroalcooliques, tous les équipements concernant les consommables d'hygiène, on va dire. C'est valable aussi pour les équipements de protection individuelle comme les masques, par exemple. Euh, un petit point sur la ventilation. Donc, il est très difficile, hein, d'envisager toutes les solutions techniques qu'on peut rencontrer. Donc, je me bornerai simplement à parler des grands principes. La ventilation, c'est une mesure collective, hein, elle est à mettre en place en priorité et elle doit répondre à un certain nombre de grands principes. Le premier grand principe, c'est de diluer les virus, soit par aération naturelle et ou par aération mécanique, ventilation mécanique. L'idée, c'est d'apporter de l'air propre et neuf dans les locaux et d'évacuer l'air contaminé avec les virus vers l'extérieur. Deuxième grand principe, ne pas disperser les virus au sein d'un même local, c'est-à-dire éviter les brassages. Ne pas recycler pour ne pas concentrer la pollution, et c'est vrai, quelle que soit la pollution, qu'elle soit chimique ou biologique, là en l'occurrence il s'agit de virus, mais il faut absolument éviter de concentrer la pollution, et ne pas générer de flux d'air dirigé vers les personnes. Parce que le flux d'air dirigé va véhiculer les virus sur de longues distances et potentiellement d'une personne infectée vers une personne saine. Alors ça se décline comment? Mais ça veut dire aérer systématiquement les espaces de travail fermés, collectifs fermés, pour diluer le virus. Donc je le disais, 15 minutes toutes les 3 heures, si possible en dehors de la présence des personnes. Et ça, même s'il existe un système de ventilation en fonctionnement. Ne pas obstruer les entrées d'air ni les bouches d'extraction, notamment au niveau des fenêtres, pour permettre l'évacuation faire entrer de l'air neuf et l'évacuation des virus. S'il y a un système de ventilation mécanique, il faut qu'il apporte de l'air propre via un dispositif maintenu en bon état de fonctionnement et vérifié, entretenu régulièrement par un professionnel. Donc il va falloir se tourner vers un spécialiste de la ventilation pour les vérifications de ce système de ventilation mécanique. Si possible, limiter les vitesses d'air. Alors concrètement, ça veut dire quoi? C'est qu'on n'ait pas de sensation de courant d'air pour pas véhiculer les virus. Si dispose d'un système de ventilation mécanique fonctionné en tout air neuf, c'est-à-dire 100% de l'air extérieur, ou ça n'est pas possible techniquement, mettre un taux de recyclage au minimum pour éviter de concentrer les virus à l'intérieur des locaux.
Proscrire les ventilateurs au plafond ou les ventilateurs sur pied, par exemple, parce qu'ils ont tendance à disperser les virus dans un local. Ça veut dire également, pour les bâtiments qui disposent d'une VMC contrôlée simple ou double flux, maintenir cette ventilation, fermer les portes pour être sûr qu'il y ait un bon renouvellement de l'air. Et puis, pour les climatiseurs ou les chauffages en local, c'est-à-dire les ventiloconvecteurs, les splits, les cassettes, les petites climatisations mobiles ou les chauffages mobiles, l'idée c'est de positionner le dispositif au plus près des personnes à vitesse très faible, de manière à pas diriger, pas disperser le virus dans l'air, avec des flux non dirigés vers une autre personne pour éviter de véhiculer le virus d'une personne à une autre, avec, si nécessaire, mettre en place une séparation entre les personnes pour couper les flux d'air. Et puis dans tous les cas, il convient de vérifier que toutes ces dispositions maintiennent quand même des conditions de température et d'hygrométrie acceptables pour les personnes qui travaillent. Et il faudra peut-être se prendre conseil auprès d'un professionnel de la ventilation et du chauffage. Concernant les autres équipements techniques, les autres mesures techniques, hein, là on va parler des équipements de protection individuelle. Ce sont bien là une dernière solution, c'est-à-dire quand on n'a plus d'autres recours. Et de toute façon, c'est toujours en complément des mesures collectives. Donc, elles ne peuvent se substituer aux mesures collectives. Donc là, on va parler du masque, de la visière et des gants, pour savoir quelles sont les précautions à prendre pour leur utilisation. Les masques, on en parle beaucoup. C'est un complément donc aux gestes barrières et aux règles de distanciation physique. C'est pas parce qu'on porte un masque qu'il ne faut pas respecter la distance des 1 mètre. Le masque est porté devant les voies respiratoires et il permet de bloquer la projection des gouttelettes émises par le porteur du masque. Ça va donc protéger l'environnement et empêcher la dissémination du virus. Il y a certains modèles de masques comme les FFP2 qui filtrent également les particules à l'inhalation et qui permet au porteur du masque d'être protégé contre toute contamination. C'est pour ça que ces masques sont généralement préconisés pour les soignants ou les personnes qui travaillent à proximité des personnes malades. Vous le savez, les masques sont maintenant obligatoires en entreprise dans les lieux collectifs clos. Ils sont également obligatoires dans les transports en commun, dans les véhicules d'entreprise et lors du covoiturage. Brigitte, excuse-moi, juste un mot. Je voudrais insister aussi sur le port correct du masque, parce que ce qu'on voit partout est parfois un petit peu, on va dire, un petit peu effarant. Un masque, ça se porte, ça doit couvrir le nez et la bouche, donc ça se porte pas sous le nez et ça doit descendre sous le menton. Donc c'est à cette seule condition qu'un masque peut être efficace. Alors, j'en reviens au port du masque, hein. Il est obligatoire dans tous les lieux collectifs clos, en particulier dans les zones où les mesures de couvre-feu sont appliquées. Donc en Île-de-France, il est absolument obligatoire. Il n'y a pas de dérogation possible comme c'est possible dans certaines autres régions, sous certaines conditions. Donc je vous renvoie sur le protocole de DGT, hein, du ministère du Travail, qui définit en fonction de la zone géographique les conditions à respecter, notamment le respect des gestes barrières, hein, et de la distance de 1 mètre, des obligations des conditions concernant la ventilation et l'aération des locaux, avec des mesures d'extraction d'air haute ou des volumes de travail. Et puis l'existence ou non d'écrans de protection, de visière et le respect de la jauge des 4 mètres carrés par personne. Et évidemment l'existence d'une politique de prévention au sein de l'entreprise. Donc les précautions
Effectivement, il doit être porté, convenablement porté, pour être efficace. Et puis, un masque ne doit absolument pas porter le masque anti-Covid, ne doit pas apporter un niveau de protection moindre que les EPI habituellement utilisés au poste de travail. C'est-à-dire que pour certaines tâches ou certaines tâches, la possibilité d'une exposition à des polluants chimiques ou biologiques comme exposition à la silice, exposition à des légionnelles, etc., a amené l'entreprise à proposer le port de certaines protections respiratoires avec un niveau d'efficacité spécifique. Le masque anti-Covid ne peut pas se substituer à ce type de protection. Concernant la visière, il s'agit là d'une protection du visage et des yeux. Hein. C'est vraiment un complément au masque. Ça ne peut absolument pas remplacer un masque. Et il y a des précautions pour l'utilisation de cette visière. Alors déjà, indépendamment du fait que c'est assez peu pratique à porter, il faut surtout penser à le nettoyer régulièrement plusieurs fois par jour et à minima après chaque utilisation. Et il faut penser aussi au stockage ou au rangement de cette visière parce qu'il faut la protéger, la mettre à l'abri lorsqu'on ne l'utilise pas. Les gants ne sont pas sont à proscrire hein, dans le cadre de la pandémie contre la Covid-19. Les gants ne sont absolument pas utiles parce que le virus n'attaque pas la peau, il ne passe pas au travers de la peau. Donc la peau n'a pas besoin de protection supplémentaire face au virus. Alors, par contre, si des gants sont utiles pour l'activité, il faut effectivement porter les gants lors du travail. Ce qu'il faut surtout faire, c'est se laver régulièrement les gants et surtout au bon moment et en fonction de ce qu'on fait au cours du travail. Hein. Carole vous l'a expliqué tout à l'heure. Et dans tous les cas, qu'on porte des gants ou qu'on n'en porte pas, il faut penser à ne jamais se porter les mains au visage sans les avoir lavés au préalable. Alors, on arrive maintenant à la dernière partie. Si. Ouais, ça va revenir. Alors, les aspects médicaux, on va voir quelques points sur lesquels on a régulièrement des questions. Alors, par exemple, la prise de température. Alors, c'est vrai que toute personne, on ne préconise pas une prise de température à titre systématique tous les jours. Mais évidemment, si la personne se sent malade, si elle présente des signes qui sont évocateurs de la Covid-19, là, évidemment, faut qu'elle prenne sa température. Mais pour l'entreprise elle-même, c'est pas indiqué. Alors, c'est pas interdit, mais c'est pas recommandé. Et en tout cas, l'entreprise, il lui est interdit d'enregistrer les températures de ses salariés. Un autre point, c'est les tests PCR. Alors les tests PCR, hein, vous en entendez tous parler largement. Ils sont largement recommandés, évidemment, dès qu'il y a des signes cliniques ou en cas de cas contact. Vous savez qu'aujourd'hui, ils sont pris en charge intégralement par l'assurance maladie, qu'on n'a plus besoin d'ordonnance, et qui doivent entraîner l'isolement s'ils s'avèrent positifs. Par contre, l'entreprise, là, clairement, elle n'a pas à organiser ces tests PCR et c'est même une interdiction. Un autre test, ce sont les tests sérologiques. Donc là, c'est un autre type de test. Vous savez, c'est pour identifier les personnes qui ont été en contact avec le virus. Ils sont aujourd'hui disponibles. Ils sont plus ou moins fiables dans le sens où une personne qui aurait contracté la Covid antérieurement ne développe pas forcément des anticorps. En tout cas, l'entreprise, il lui est là aussi interdit d'organiser des tests sérologiques. Bon, et évidemment, une entreprise, enfin un chef d'entreprise ne peut pas demander non plus à ses salariés ne peut pas en tout cas imposer à ses salariés de lui donner les résultats des tests PCR ou des tests sérologiques qui auraient été faits par ses salariés. Alors après, autre point dont on entend largement parler, ce sont les cas contacts. Alors qu'est-ce qu'on entend par cas contact? C'est des personnes de l'entourage familial, de l'entourage amical ou professionnel avec qui on a été en contact rapproché.
jusqu'à 2 jours avant le début des signes de la maladie. Alors, c'est la notion de contact rapproché qui est importante. C'est un contact, mais dans le cas du coup où il n'y a pas eu de mesure de protection efficace en face-face, c'est-à-dire que les personnes ne portaient pas de masque, elles étaient à moins d'1 mètre l'une de l'autre, et là, quelle que soit la durée de ce contact, que ce soit une conversation, un repas, etc. Donc là, voilà, ça c'est typiquement, c'est ce qu'on appelle des cas contacts. Donc c'est la définition qu'on trouve sur le site Amélie. Alors, quand on est face au cas contact, donc il y a un test de dépistage qui doit normalement être fait, enfin qui est pas obligatoire, mais enfin qui est vraiment largement recommandé. C'est dès que possible pour les personnes du foyer et les personnes symptomatiques, évidemment. Et puis sinon pour les autres personnes, celles qui sont pas symptomatiques et n'ont pas de signes, on attend 7 jours après le dernier contact pour faire le test. Ça, c'est pour éviter ce qu'on appelle des faux négatifs, c'est-à-dire c'est un résultat qui arriverait pas de présence, hein, et or la personne est contaminée, mais on peut pas le savoir encore. Alors ensuite, une autre notion dont on entend beaucoup parler, qui est casse-tête, c'est l'isolement. Alors il y a des situations où l'isolement est indispensable. C'est évidemment si la personne est testée positive au SARS-CoV-2. C'est si elle présente des signes de la maladie et qu'elle n'a pas encore fait son test, mais qu'elle est en attente d'être dépistée, il faut être isolé. Si elle est en attente d'être dépistée parce que là, elle est identifiée comme personne contact. Après, elle a été testée négative, mais c'est une personne contact à risque, on en reparlera plus tard. Et puis, c'est si elle a été testée négative, mais qu'elle vit sous le même toit qu'une personne malade. Donc, ça veut dire qu'elle a été testée négative, mais c'est quand même fort probable qu'elle soit contaminante et qu'il s'agisse d'un faux test négatif. En tout cas, ne pas oublier, on l'a déjà évoqué, mais on le répète, c'est qu'on soit isolé ou pas. Le respect des mesures barrières, c'est toujours une nécessité absolue. Et puis l'isolement, il faut pas oublier que donc l'isolement, par rapport à tous les cas que je vous ai cités là, l'isolement peut être nécessaire même si la personne ne présente pas de signes de la maladie. Donc il faut pas attendre d'être symptomatique pour se dire ah ouais, il faut que je m'isole. Non. Sinon, on fait courir des risques potentiels aux autres. Alors après, c'est l'isolement, combien de temps? Parce que là aussi, il y a eu des données, ça a pas mal bougé. Enfin, les gens ne s'y retrouvaient pas. Donc, il y a eu la règle des 7 jours d'isolement. 7 jours d'isolement, c'est après l'apparition des symptômes, quand on est malade. En sachant que ces 7 jours d'isolement, on peut reprendre le travail au bout de ces 7 jours d'isolement que si les signes cliniques ont disparu. 7 jours d'isolement, c'est aussi valable après un test positif, qu'on ait ou pas de symptômes. Et 7 jours d'isolement, c'est pour les cas contacts, après le dernier contact avec une personne malade. Donc bon, c'est à chaque fois des petits calculs, et voir aussi plus 7 jours encore à partir de la date de prélèvement si le test est positif. Donc ça, c'est des règles pour essayer de s'y retrouver, pour savoir combien de temps on doit rester isolé. Par rapport à toutes ces données, donc le gouvernement a mis en place des dispositifs d'indemnisation pour les salariés, mais pas que pour les salariés, hein, parce que parmi vous, il doit y avoir un certain nombre d'indépendants. Les personnes concernées, en tout cas qui ne peuvent pas télétravailler, sont placés à ce moment-là en activité partielle par leur employeur. Et puis, alors dans ces cas-là, il y a par exemple le salarié qui est en arrêt de travail pour garde d'enfants, donc il va être placé en activité partielle. Donc il y a quand même des conditions, hein, enfin que je détaille pas ici. Il doit quand même, le salarié doit fournir quand même certaines preuves à son employeur. Il y a des salariés considérés comme à très haut risque de développer une forme sévère. Donc là, elles ont un certificat d'isolement. Bon, en sachant que ces formes sévères, les critères ont été largement restreints. Avant, c'était plus ouvert. Et puis, on s'est aperçu, bon, c'était vraiment il y a des cas qui sont très clairement définis pour considérer une personne à haut risque de développer une forme sévère. Alors, avant, un point sur les salariés qui
qui cohabitaient avec une personne vulnérable. Donc, elles avaient des arrêts de travail dérogatoires, donc indemnisés. Ça, c'est fini par contre depuis la rentrée de septembre. Les salariés testés positifs à la Covid-19 dans le cadre du contact tracing. Donc ça aussi, c'est forcément une démarche dont vous avez entendu parler. C'est l'assurance maladie qui va partir à la recherche de tous ces cas contacts. Et là, s'il y a impossibilité de télétravail, c'est même l'assurance maladie elle-même qui peut délivrer un arrêt de travail. Et puis, il y a les salariés cas contact. Donc là, pareil, arrêt de travail d'une durée de 7 jours, on a vu, si impossibilité de télétravail. Donc, il y a quand même un certain nombre de dispositifs d'indemnisation qui sont mis en place. Alors, il ne couvre peut-être pas toutes les situations. En tout cas, c'est les salariés, mais aussi il y a ces possibilités-là qui sont ouvertes aux travailleurs indépendants. Brigitte. Oui, alors je vais passer relativement rapidement sur le dernier point. On voulait rebalayer un petit peu les différents interlocuteurs pour l'entreprise pour avoir dans ce contexte particulier. Mais je pense que effectivement, alors on peut citer l'ARAC, la DIRECT, l'INRS, la CRAMIF, etc. Je pense que l'interlocuteur privilégié en cette période de pandémie, c'est bien le service de santé au travail, hein. Et puis, je passerai, alors on vous a mis toute une série de liens ou de références bibliographiques, alors que ce soit l'INRS, la DGT, la CRAMIF, Amélie également, l'OPPBTP, l'ARACT. Et le service de santé au travail. Je vais passer rapidement pour pouvoir répondre aux questions qui nous ont été posées par chat. Carole, si tu veux rajouter quelque chose rapidement. Non, je vous ai évoqué les services de santé au travail, hein, donc vraiment des interlocuteurs. Regardez, allez sur leur site internet, il y a plein de données et vous verrez aussi, ils organisent des choses, sinon des réunions, il y a plein de choses. Donc n'hésitez pas à aller sur leur site et à les contacter. Alors. Parmi les chats, on a des questions concernant affaire de bouche, visage, précisément à la bouche en passant par peu ou prou en passant par le nez, inhaler, ingestion, car l'ingestion est détruite avec l'acidité gastrique et avant en buccal. Enfin, il y a plusieurs questions de ce type-là sur la transmission au niveau du visage et notamment par le passage par la bouche. Tu veux faire une réponse? Oui, enfin le danger, c'est que le virus soit inhalé. Donc inhalé, ça veut dire passer dans les voies respiratoires. Donc le nez ou la bouche, hein, parce que ça se croise là au fond de la gorge et que ça aille ensuite, ça descende dans les bronches et les poumons. Alors après, si c'est avalé, alors si on avale, effectivement, je pense qu'il résiste pas beaucoup à l'acidité gastrique, mais bon, je sais pas si j'ai répondu à la. C'est vrai que le danger, c'est l'inhalation, hein, c'est le fait donc de respirer le virus qui est important. Mais la bouche participe à la respiration, hein. Donc c'est pour ça qu'on parle aussi de la bouche. Une autre question, si pas de point d'eau dans le site de production, peut-on utiliser des lingettes pour se laver les mains? Si on a les mains sales et qu'il n'y a pas d'endroit de point d'eau pour se laver les mains, donc là ça va pas. L'entreprise est quand même obligée d'installer à ce moment-là ce qu'il faut. Après, si on a les mains d'apparence propre, c'est-à-dire que visuellement on voit pas de salissure sur la peau, à ce moment-là c'est le gel hydroalcoolique. Les lingettes, je pense pas que ce soit suffisant. Il faut vraiment qu'il y ait, parce que quand on dit gel hydroalcoolique, c'est on se met une dose sur les mains et ensuite on se les frictionne quand même un certain temps, le temps que le produit agisse.
En tout cas, il faut un point d'eau. Si on a les mains sales, il faut un point d'eau. Hein. Il existe des points d'eau mobiles qu'on peut maintenant mettre à différents endroits avec une réserve d'eau et il y a un robinet pour pouvoir et même un système d'essuie-mains papier. Il y a Brigitte, il y avait une première question. Je l'ai N'y pas a-t-il vu. pas un risque au télétravail tel que addiction, Ah oui. alcool, hygiène corporelle, alimentaire, TMS, notion de bruit. Enfin, non, mais c'est clair que le télétravail a ses avantages. Et c'est aussi une solution qui a ses dangers potentiels. Hein. Donc l'addiction, vous avez raison, hein, ça peut favoriser. Alors le fait qu'il y ait des enfants, ça peut être très compliqué. Et ça, on l'a vu. Hein, j'en parlais pendant le confinement. Les médecins généralistes rapportent des situations où ils ont reçu des jeunes parents qui n'en pouvaient plus, qui étaient au bord, enfin, du burn-out, mais enfin, ça lié à la fois à leur travail et puis à leur vie personnelle et familiale qu'ils avaient à gérer. Des socialisations, absolument. Non, mais tous ces dangers-là existent. Hein. Absolument. Donc c'est pour ça que le télétravail, un employeur ne peut pas juste dire à ses salariés, je vous mets en télétravail et puis voilà quoi. Point. Débrouillez-vous. Il y a quand même un accompagnement. Bon, après l'employeur ne peut pas tout éviter. Il n'est pas au domicile du salarié. Donc s'il y a des addictions par exemple, ça va être un peu compliqué. Enfin l'employeur va être un peu compliqué pour lui de gérer ça. Une question sur le nettoyage vapeur. Un nettoyage vapeur chaude serait très efficace et donc sans produit. Alors, c'est une question qui revient assez régulièrement. Le nettoyage vapeur peut être efficace, notamment, il peut présenter une action bactéricide, virucide, etc. Il y a une norme qui de conformité, enfin une norme qui permet de vérifier que le dispositif répond bien à un certain nombre d'exigences, donc pour dire qu'il est effectivement bactéricide, virucide, etc. Il faut absolument que le dispositif réponde à aux exigences de la norme, que cela ait été vérifié par des tests par un laboratoire tiers, et que ça, on vérifie que tout est bien conforme. Alors par contre, effectivement, ça n'utilise pas de produits chimiques. Par contre, ces dispositifs utilisent de la vapeur, donc il y a des dangers liés à l'utilisation de la vapeur. Donc il faut du personnel qui soit formé à cette utilisation et il doit être utilisé selon un protocole tout à fait particulier. C'est-à-dire que c'est bien l'appareil avec l'accessoire fourni utilisé selon un mode opératoire tout à fait particulier qui permet de garantir l'effet virucide ou bactéricide du procédé. Et donc, il faut un temps de contact, un temps de passage de l'appareil, enfin de l'accessoire de l'appareil sur la surface pour être sûr qu'elle soit bien exempte de virus. Donc ça implique donc une formation, ça implique de prendre en compte un certain nombre d'éléments. C'est un système qui est utilisé notamment dans les établissements de soins, qui est efficace, mais tous les appareils à vapeur ne peuvent pas revendiquer l'effet virucide tel que le demande la norme. Alors un point sur les mains abîmées. Alors, il faut savoir que c'est vrai que on entend souvent que c'est le gel hydroalcoolique qui abîme les mains. En fait, les dermatos vous diraient que c'est plus le lavage à l'eau et au savon. Parce que essayez, si vous lavez en fait les mains au savon 20 à 30 fois par jour, vous aurez forcément les mains abîmées. Donc le gel hydroalcoolique n'arrange pas non plus. Hein. Il faut le savoir, mais dans ces cas-là, il faut s'hydrater les mains. Ça c'est effectivement un point important. Donc là, vous achetez le produit qui vous va, qui vous convient, que vous aimez bien, et puis s'hydrater les mains dès que vous pouvez, plusieurs fois par jour, si possible. Après, c'est selon votre travail, hein. Mais oui, il faut s'hydrater, il faut prendre soin de ses mains. Actuellement, il faut prendre soin de ses mains.
toujours, mais spécialement en ce moment. Une question sur les poubelles. Poubelles ouvertes ou à clapet avec risque d'appel d'air, aspiration en soulevant trop énergiquement le clapet. Sinon, alors des clapets à bascule qui s'ouvrent en poussant et se referment par simple pesanteur. Attache asymétrique, besoin pousser pour ouvrir et revient par déséquilibre. Tranquillement sans trop d'aspiration. Effectivement, enfin, l'idée en fait dans les poubelles, c'est d'éviter tout contact avec les couvercles parce que du coup on crée une surface supplémentaire de contact, donc de transmission possible. Après, il faut vraiment être très très énergique pour créer un appel d'air, pour remettre en suspension éventuellement des choses qui seraient collées sur du papier. J'y crois assez peu, mais il existe des systèmes automatiques très doux avec voilà avec des capteurs, etc. Si on veut vraiment éviter les appels d'air, mais bon, ça me semble un peu à la marge. Alors, une question sur le référent Covid. Alors, effectivement, oui, c'est une personne dont on parle beaucoup. C'est une personne qui a quand même un certain nombre de missions. Alors, c'est vrai qu'il faut plutôt, qu'il soit volontaire à la base, parce que s'il fait ça à contre-cœur, ça va quand même être compliqué. C'est quelqu'un qui doit vérifier par exemple, qui doit vérifier le respect des mesures sanitaires qui ont été mises en entreprise. C'est quelqu'un qui doit informer les salariés sur ces consignes. Il veille aussi sur la bonne application du protocole national. Et c'est un interlocuteur en fait privilégié au sein de l'entreprise pour tout ce qui concerne, enfin tout ce qui tourne autour de la Covid. Donc à la fois avec le chef d'entreprise évidemment, le service des ressources humaines, le CSE, même le service de santé aussi au travail. C'est un petit peu un élément central pour le suivi par rapport à la Covid. C'est lui aussi qui va aider à la prise en charge d'un cas qui est suspecté positif sur le lieu de travail pour le mettre en isolement tout de suite et le faire et le gérer, soit qu'il rentre chez lui, soit appeler le SAMU évidemment s'il y a des signes de gravité. C'est lui aussi qui normalement doit intervenir dans les enquêtes pour rechercher les cas contacts éventuels. Donc c'est quand même un acteur clé de la crise sanitaire actuelle. Alors je vous rappelle que c'est n'importe qui peut être référent Covid. Il n'y a pas besoin de formation spécifique. Dans les toutes petites entreprises, ça peut aussi être le dirigeant. Donc c'est encore un rôle supplémentaire qu'il a. Mais bon, il faut quand même être un peu volontaire, moteur, parce que sinon il va pas faire grand chose. Et autre point important, c'est que un référent Covid, ça n'entraîne pas d'augmentation de rémunération supplémentaire, d'augmentation de salaire, de primes ou quoi que ce soit. C'est vraiment une tâche, on va dire bénévole, qui est prise sur le temps de travail. Alors, simplement une petite information complémentaire. Il y a certains services de santé au travail qui proposent des formations pour les personnes qui vont ou qui deviennent référents Covid en entreprise. Donc ça peut être ça permet de donner une base, des connaissances de base pour la personne qui va avoir cette mission en entreprise. Une question pour le médecin. Bon, pénétration réelle du virus, je vous avoue que c'est pas un point que j'ai étudié. On sait que cette sphère, ce qu'on appelle cette sphère ORL, donc avec le nez, la bouche, est une sphère de pénétration du virus dans l'organisme. Et après, le virus va mener sa vie et puis va atteindre, s'il peut, va atteindre les bronches, et les poumons. Donc c'est un danger. Mais enfin, il faut savoir aussi que le virus peut passer dans le sang, et c'est pour ça aussi qu'on a des tas de signes divers et variés. Les signes de la Covid ne se limitent pas aux manifestations respiratoires. Il y a des tas de signes un peu bizarres qu'on découvre de plus en plus. Donc je dirais aussi qu'il peut être absorbé au niveau des différentes muqueuses, d'où le passage dans le sang. Alors, il y a une question
Concernant la ventilation, sur le point 2 relatif aux ventilations des pièces, il n'y a pas une cause à effet entre le nombre de participants à une réunion et le volume de la pièce. Devons-nous tenir compte des 4 mètres carrés par personne? Je suis pas sûre de comprendre tout à fait la question, mais si la question c'est est-ce qu'on peut mettre en fait, les 4 mètres carrés, ça donne une jauge. C'est-à-dire que ça permet de dire, ben voilà, on a 10 mètres carrés, ben, il est clair que on pourra pas dépasser tant de personnes dans la pièce. Donc en fait, c'est quand on tient compte de cette jauge des 4 mètres carrés, on tient compte forcément de la dimension de la pièce. Donc effectivement, plus il y a de monde dans une pièce, plus l'espace est confiné et plus il y a de personnes dedans, et plus il y a possibilité de virus dans cet environnement-là. Donc cette jauge de 4 mètres carrés permet vraiment de pouvoir tenir compte, voilà, du volume de l'espace, enfin, du volume de la pièce. Je suis pas sûre d'avoir bien répondu à la question, mais les masques 3M jetables avec ou sans charbon actif sont efficaces aussi contre le SARS-CoV-2. Alors là, je peux absolument pas répondre à la question parce que les masques 3M est une marque, ils vendent énormément de masques. Ce qui est sûr, c'est que alors qu'il soit jetable ou pas jetable, ça change rien. C'est l'efficacité de filtration qui compte. Pour la Covid-19, dans le contexte de la Covid-19, ce qui est recommandé en entreprise, ce sont les masques barrières, masques tissus qui répondent à la norme NF 76, je sais plus combien, enfin, celle où on a le logo sur l'emballage, sur le masque, et les masques chirurgicaux qui répondent également à une norme qui elle est européenne. Les masques tissus version artisanale ne sont pas recommandés parce que de toute façon ils ne sont pas testés. Et tous les masques FFP de type 1, 2 ou 3 sont effectivement efficaces contre la Covid-19, mais les FPFP2, jusqu'à présent, ne sont conseillés que pour les personnes qui sont en contact rapproché avec des malades. Donc le personnel soignant, les médecins, les infirmières, etc. En entreprise, il est possible de mettre des FFP1. On les utilise relativement couramment comme masque anti-poussière. Ils sont effectivement efficaces contre le SARS-CoV-2. Il existe des mentonnières en plastique transparent. Qu'en pensez-vous? Je te laisse répondre, Carole. C'est les masques qu'on a mis, enfin qu'on a proposé notamment dans le milieu scolaire pour les petits ou pour les malentendants qui lisent sur les lèvres. Concernant l'efficacité, Brigitte, je ne sais pas si il y a des données. Alors une mentonnière, clairement, par définition, ça se situe au niveau du menton. Donc en termes d'efficacité contre tout ce qui est émis par le nez et la bouche, c'est quasiment nul. Donc une mentonnière plastique, non. Par contre, effectivement, pour les malentendants, il existe des masques spécifiques avec une fenêtre transparente qui ont le même niveau d'efficacité ben, ça dépend du choix du masque, mais même qu'un un FFP2. Donc il existe des solutions techniques, il faut toujours faire attention à l'efficacité de filtration qui doit être d'un certain niveau pour garantir effectivement que les gouttelettes ne sont pas émises dans l'environnement autour de la personne. Donc la mentonnière, a priori, a très peu C'est d'efficacité mentonnière dans ce ou masque contexte-là. transparent, oui, c'est deux données différentes. Un rappel sur la durée d'utilisation d'un masque serait utile. Alors un masque doit être porté, alors on dit souvent 4 heures maximum, ou quand il faut le changer quand il est humide.
Après, un masque, s'il est abîmé, il faut le changer de suite. Après, il y a certains environnements où le port du masque est difficile, notamment s'il y a un environnement très humide, parce que du coup, il s'humidifie très rapidement, et là, la fréquence de changement du masque est forcément plus importante. Un point sur la prise de température. Alors, oui, vous avez raison de souligner ça. J'ai peut-être pas été assez claire, mais la prise de température, pourquoi elle n'est pas recommandée? C'est parce que tous les gens qui sont contaminants, enfin qui sont infectés, n'ont pas forcément de fièvre. On parle beaucoup des gens, des personnes asymptomatiques, c'est-à-dire qu'elles ont le virus, elles sont contaminantes, mais elles n'ont aucun signe clinique. Et dans les signes cliniques, donc notamment, il n'y a pas de fièvre. Donc, quelqu'un qui n'aurait pas de fièvre, ça ne veut pas dire qu'à coup sûr, il n'est pas contaminant. Donc c'est dans ce sens-là. Et puis il y a des gens, alors il y a des cas hein, quand même de gens qui sont malades, qui se savent malades, qui ont de la fièvre et qui prennent ce qu'on appelle des antipyrétiques, donc des antifièvres avant de venir au boulot. Donc quand ils arrivent sur site, si on leur prend la température, ils en ont pas. Or ils sont malades. Donc la température peut être un critère, mais n'est pas obligatoire. Donc ça permet pas de filtrer. En fait, c'est dans ce sens-là que c'est pas recommandé. C'est pas un filtre efficace. La prise de température frontale n'est pas toujours fiable. Alors oui, alors en plus, c'est vrai que dans certaines entreprises, on a eu des prises de température par des dispositifs là aussi assez variés et du coup des températures un peu, on va dire un peu folklore. Donc oui, c'est pas forcément fiable. Alors selon la météo extérieure, dès que les personnes entrent, sans bien évidemment pouvoir attendre un moment d'équilibre, il y a parfois des différences entre le front et la base du cou. Parfois, bon. Donc c'est pas une prise forcément représentative, la prise de température au niveau du front. Par qui est délivré le certificat d'isolement? Alors ça peut être le médecin traitant, ça peut être sauf erreur, ça peut être l'assurance maladie justement quand elle intervient dans ces enquêtes là de contact tracing. Donc elle peut délivrer directement le certificat d'isolement à la personne concernée. Le Conseil d'État a suspendu les critères de vulnérabilité du décret du 30 août et pendant cette suspension, demande le retour du décret du 5 mai 2020 sur les personnes vulnérables. Pas d'infos sur le site Amélie, mais sur le site du servicepublic.fr, beaucoup de salariés attendent un retour à un certificat d'isolement, comme avant le 30. Ah bah ça, en Île-de-France, là-dessus, on fait rien de particulier. C'est pas des mesures régionales, hein. Ça, c'est des directives nationales, gouvernementales. Donc, on se plie aux directives. C'est vrai que depuis la rentrée de septembre, il y a des choses qui ont changé, ouais. Où est la responsabilité du chef d'entreprise si le salarié ne respecte pas les consignes données? Quelles consignes? Par exemple, ça peut être port du masque. Par exemple, je sais pas si c'est ça la question, mais si un salarié refuse de porter son masque alors qu'il devrait, la seule, une des très rares situations où il n'est pas obligé de porter de masque, c'est s'il a un bureau individuel. Après, s'il est potentiellement en contact avec d'autres salariés qui refusent de porter son masque, là, il y a possibilité de blâme, d'avertissement ou de choses comme ça. Parce que de toute manière, c'est vrai que c'est le chef d'entreprise qui est responsable de la santé de ses salariés. La salive protège, non? Qu'en est-il des autres risques, notamment impact sur les RPS avec l'aspect anxiogène de la crise? Quel dispositif et quel rôle pour l'employeur? Barrière vie privée, vie professionnelle. Alors ça, c'est vrai, c'est un enjeu majeur aujourd'hui. Cette crise a un impact sur les RPS, mais très important, et je pense qu'on n'a même pas fini de voir l'importance. Ça ne va faire que s'accentuer.
donc quel dispositif, quel rôle pour l'employeur? Quel rôle pour l'employeur? En tout cas, c'est déjà on parlait de communiquer, de garder le lien si ses salariés sont en télétravail. Déjà, c'est des points qui sont vraiment importants. Barrière vie privée pro, donc ça, j'imagine que vous parlez en cas de télétravail, c'est une vraie difficulté. Et là, enfin, l'employeur, je ne sais pas s'il peut agir beaucoup, puisque l'employeur quand même n'a pas de possibilité d'intervenir, enfin, au domicile de son salarié, sauf à vérifier les connexions internet, etc. Enfin, ça, c'est une vraie problématique. Aujourd'hui, peut-être que aussi la RACT, vous voulez intervenir sur ce sujet-là? Sur la question de la responsabilité ou en tout cas du rôle de l'employeur. Oui, alors moi je vais plutôt rentrer par la question organisation du travail et moins sur les questions pénales, etc., puisque là il y a des règles et des lois bien précises. Non, ce que je pourrais compléter, c'est de dire qu'effectivement le rôle du management a toute son importance. Et effectivement, au même titre que on se doit de respecter les règles, y compris le règlement intérieur, respecter les mesures sanitaires au sein de l'entreprise fait partie aussi de ces règles à respecter. Et effectivement, comme on pourrait imaginer, alors on ne va pas parler de faute professionnelle en tant que telle, mais effectivement, tout salarié partage aussi des responsabilités en matière notamment de respect des règles de fonctionnement dans l'entreprise. Et donc, il peut effectivement être interpellé s'il ne respecte pas ces règles. Et après, j'ai envie de dire, il appartient à l'entreprise de mettre en place éventuellement un dispositif pour rappeler au moins voilà, à la règle. Je vois l'heure qui tourne, il nous reste quelques questions. On entend des recommandations très variables sur la fréquence de l'aération, tantôt tous les 3/4 d'heure, tantôt 3 fois par jour. Qu'en est-il? Alors c'est vrai que les recommandations sont pas toujours très très claires. Ce qui est sûr, c'est que si on laisse ouvert tout le temps, et ben c'est super parce que ça renouvelle bien l'air d'une pièce. Par contre, c'est pas toujours possible parce qu'il commence à faire froid et que on va se retrouver dans des conditions de température qui seront pas optimales. La recommandation, alors il y a ce qui est recommandé et ce qui est faisable. La recommandation de 15 minutes toutes les 3 heures me semble une recommandation assez facile à mettre en place et assez pertinente pour diluer, enfin suffisante pour diluer le virus. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils sont restés sur cette recommandation de 15 minutes toutes les 3 heures parce que c'est assez facile à mettre en place. Alors si on peut aérer plus, c'est bien. Si on ne peut pas aérer du tout, c'est dommage parce que effectivement on n'a pas la notion d'évacuer la pollution vers l'extérieur et le fait est que cette recommandation elle est pratiquement facile à mettre en place. L'alcool à 70, oui, peut être utilisé pour désinfecter les surfaces éventuellement. Oui. La durée d'utilisation, on en a parlé. Des masques. Faut-il des poubelles spécifiques? Peut-être encore une dernière question après. Non, non. Par contre, les poubelles, alors poubelles, on en a parlé tout à l'heure, donc c'est-à-dire sans couvercle à toucher. Ce qu'il faut surtout, c'est qu'il y ait un sac poubelle à l'intérieur de la poubelle pour éviter que les personnes qui évacuent les déchets aient possibilité de toucher ce qu'il y a dedans. Donc il faut un sac poubelle, que ce sac soit fermé et évacué selon un chemin défini au départ, hein, voilà, avec une fréquence, etc. C'est-à-dire qu'on vide les poubelles tous les soirs
et on ferme tous les sacs poubelles et on met tout dans une poubelle pour les ordures ménagères. Pas d'élimination particulière. On n'est pas dans le cas de dasserie comme ça peut être le cas pour les déchets infectieux. Là, c'est l'élimination classique suffit. Alors, lorsqu'on a un cas confirmé, combien de temps les surfaces sont-elles contagieuses? Un cas confirmé, ça veut dire une personne vraiment malade. Donc potentiellement, elle a pu émettre du virus et il peut, dans son environnement de travail, en avoir sur toutes les surfaces. Hein. Le mieux est effectivement de nettoyer toutes les surfaces. Après, si elle n'est pas venue sur place depuis 12 heures, alors ça dépend, c'est difficile parce qu'en fonction de la nature de la surface, enfin du matériau, la survie du virus, elle est différente. A priori, si on a un cas confirmé, il y a donc du virus. Moi, je dirais que le mieux est de nettoyer avec un détergent simple ou une lingette avec détergent, et ensuite d'envisager une désinfection pour être sûr que voilà, au moins on se pose pas de questions, tout a été désinfecté pour ce poste-là. Mesdames, Quand nous avons ce sera vraiment la dernière question parce que nous devons effectivement rendre, voilà, terminer ce webinaire. Alors, la question, quand nous avons un cas confirmé, devons-nous prévenir l'ensemble des salariés ou simplement les cas contacts identifiés? Alors, déjà savoir que vous ne pouvez pas, enfin, diffuser l'information si le salarié en question n'est pas d'accord. Et ensuite, je dirais ça dépend de. Oui, enfin, il faut pas forcément prévenir l'ensemble des salariés. Enfin, si c'est la personne positive n'a aucune raison d'avoir eu un contact avec certains services, il n'y a pas d'intérêt à alerter ce service-là. Par contre, identifier les cas contacts, ça oui, ça il faut le faire. Et là, le référent Covid a son rôle à jouer. Alors, je répondrai quand même à la dernière question, enfin quid du vinaigre blanc? Le vinaigre blanc, non, il vaut mieux utiliser un détergent simple, c'est beaucoup plus efficace contre le coronavirus. Voilà. Donc, je crois qu'il faut qu'on s'arrête. Oui, eh bien merci. En tout cas, voilà, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Donc, voilà, nous remercions à nouveau Madame Morneau, médecin conseil, et Madame Facon, ingénieur conseil à la CRAMIF, notamment pour cette présentation très très complète qui, nous l'espérons, pourra permettre à chaque organisation à la fois de s'y retrouver, et d'aller en tout cas à l'essentiel de ce qui est important pour pouvoir bien fonctionner dans son entreprise dans le cadre de cette crise sanitaire. Petit rappel donc pour Objectif Reprise, nous vous invitons largement, pour les entreprises qui le souhaitent, à remplir ce questionnaire qui vous permettra d'accéder voilà, à différentes offres, notamment un accompagnement gratuit par un cabinet de consultants en fonction des problématiques que vous pourrez soulever. Et puis, nous vous invitons avant de vous déconnecter, à répondre à un petit sondage puisque ce webinaire s'inscrit dans une série à venir, voilà, sur les prochaines semaines et les prochains mois. Et ça nous permettra effectivement, encore une fois, de bien être au plus près de vos besoins et de vos attentes. Peut-être le mot de la fin pour nos collègues de la CRAMIF. Peut-être rapidement, bon, c'est déjà merci à tous pour votre participation. Merci quand même aussi à l'ARACT que vous avez organisé ce webinaire et ce partenariat me semble intéressant. On espère évidemment qu'on a éclairci certains points. Je vois qu'il y a d'autres questions auxquelles on n'a pas répondu, donc on va y répondre ultérieurement.
Sachez que côté CRAMIF, quand vous avez, vous, chef d'entreprise ou autre, ou DRH, responsable, etc., vous pouvez vous adresser aux antennes départementales de la CRAMIF. Donc ça, vous trouverez les coordonnées sur notre site. C'est une problématique particulière, un conseil particulier, une aide financière aussi, parce qu'il y a quand même aussi une aide financière qui est proposée actuellement pour dans le contexte de la Covid et qui est spécialement conçue pour les TPE. Je répète, n'oubliez pas de contacter votre service de santé au travail. Il peut vraiment vous être d'une aide très très appréciable. Et puis n'hésitez pas à aller sur tous les sites et les liens qu'on vous a indiqués, puisque vous allez pouvoir récupérer cette présentation. C'est quand même il y a des mines d'informations. Voilà. Donc juste le mot de la fin, c'est pas les données actuelles sont pas super optimistes. Donc, il va falloir rester vigilant par rapport à la Covid-19. On n'est pas rentré dans les signes cliniques, mais c'est pas juste une simple grippe. C'est une maladie qui est quand même beaucoup plus sournoise et dangereuse. Mais il faut quand même rester positif et avancer. Donc, vraiment, bon courage à tous, bonne continuation. On reste à vos côtés. Merci, bonne continuation. Au revoir à tous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.